Bien, je vous propose de commencer. Donc, je rappelle que ce webinaire est enregistré, qu'il sera rediffusé ultérieurement. Si vous ne souhaitez pas être vu, vous pouvez couper votre caméra, mais si vous souhaitez l'ouvrir, il n'y a pas de souci. Ça peut aussi rendre l'échange plus convivial. Je vais, avant de présenter la soirée, donner la parole à Fanny Dombrecoste, qui est première adjointe au maire de Montpellier, en charge de la ville éducative et de la réussite éducative. Je lui donne la parole pour un mot d'introduction. Oui, merci Damien. Bonjour à tous, bonsoir à tous plutôt. Et je salue la personne qui va intervenir, Alix Kosker, qui nous rejoint pour réfléchir avec nous sur cette question de végétalisation des cours. L'idée, dans le cadre de cette concertation École 2030, c'est véritablement de se questionner sur que peut apporter une cour d'école dans le parcours scolaire d'un enfant. À quoi sert une cour d'école? Comment est-ce qu'on la pense demain? Et il nous a semblé, nous, dès qu'on est arrivé en responsabilité, qu'il était nécessaire de revisiter les cours d'école pour plusieurs raisons. D'abord, pour des raisons climatiques, bien sûr, pour construire une école plus résiliente face au changement climatique et au réchauffement climatique, d'abord. Ensuite, évidemment, sortir du tout béton, parce que dans le béton, faire travailler l'imaginaire d'un enfant, c'est quand même plus difficile. Et puis, bien sûr, redonner à l'enfant la possibilité de se connecter à la nature, de se connecter à la biodiversité dans un quotidien et pas seulement une fois de temps en temps quand on va se promener en forêt ou dans un parc. Et donc, l'idée de la végétalisation des cours, c'est à la fois pour traiter la question, évidemment, du ruissellement des eaux et donc de la débétonisation, la déimperméabilisation des cours, mais aussi donner à l'enfant les conditions de son évolution, pour sa construction et pour lui permettre évidemment de faire travailler son imaginaire dans un contexte un peu plus facilitant que du béton simple, quelquefois tout blanc, qui en plus fait mal aux yeux quand il est illuminé par le soleil. Donc notre réflexion aujourd'hui, c'est véritablement ça. Comment est-ce qu'on construit un lieu qui est à la fois un lieu de respiration pour les enfants lorsqu'ils ont bien travaillé à l'école, ils ont besoin de respirer et de penser à autre chose, et comment est-ce qu'on les accompagne dans ce temps de respiration nécessaire pour les aider à se reposer et repartir ensuite en classe dans des meilleures conditions. Donc, Alix, je vais vous laisser parler puisque c'est vous qui devez nous présenter votre réflexion, vos travaux. Vous nous avez rejoints sur les projets de 2 écoles sur Montpellier, Simon Bolivar et d'Aubier, l'école d'Aubier, sur lequel vous avez travaillé avec les enfants et avec la communauté éducative pour réfléchir à un projet de cours. Évidemment, ces cours ne sont pas totalement encore végétalisés. On a fait le premier travail cet été de préparation de la cour en enlevant le béton et surtout en enlevant le goudron. Mais bien sûr, les plantations viennent plus tard puisque on ne peut pas planter les arbres et les végétaux en plein été, en plein mois d'août, ça serait évidemment pas possible. Donc, je vous laisse la parole, Madame Kosker, pour nous présenter vos travaux et vos orientations et votre réflexion surtout sur l'intérêt de remettre l'enfant face à la nature dans des conditions différentes. Je vais juste peut-être dire un mot de recontextualisation des webinaires. Merci Fanny Dombrecoste pour cette introduction. Rappelez que nous intervenons ce soir dans le cadre de la concertation Montpellier École 2030 que vous avez initiée et que j'aurai l'occasion de le redire, mais vous avez la plateforme participer.montpellier.fr que je vais mettre en lien dans le chat, mais normalement vous avez dû avoir l'information par cette plateforme-là pour ce soir, sur laquelle vous pourrez aller contribuer pour cette concertation et vous pourrez avoir toutes les informations sur les éléments à venir. Nous sommes donc ce soir sur le 2e des 3 webinaires qui sont organisés, qui nous semblait intéressant pour donner un regard universitaire sur les travaux qui étaient menés pour imaginer l'école de demain. Comme Fanny Dombrecoste l'a indiqué, nous sommes dans le complet lien entre la réflexion et ce que a déjà engagé la municipalité de Montpellier.
Et j'en profite pour saluer Sylvain Vagnon qui était intervenu sur le premier webinaire et qui avait parlé de l'école dehors. Et on voit bien le fil que nous continuons de tirer sur la végétalisation, le contact de l'enfant avec son environnement. Et je vais présenter Alex Kosker plus particulièrement, mais vous dire que nous aurons le 23 novembre le webinaire avec Thierry Paco qui abordera la question de la ville à hauteur d'enfant. Il a travaillé sur la question de la ville récréative et on voit bien qu'entre l'école dehors, la végétalisation, le rapprochement de l'enfant et du végétal et l'enfant dans la ville, on va brosser finalement un tableau un petit peu complet du continuum éducatif de l'enfant et de son rapport avec son environnement. Donc, Alix Kosker, vous êtes chercheuse en psychologie environnementale au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier. Donc, vous nous en direz peut-être plus sur ce qu'est une psychologue environnementale et ce qu'est votre centre de recherche. Vos recherches portent sur l'étude des rapports entre les individus avec la nature et l'évolution de ces relations au regard des enjeux environnementaux et sociaux contemporains. C'est une présentation très rapide, mais en tout cas, je vous remercie dans la lignée de Madame Nombrecoste de votre présence et de votre participation, de vos contributions ce soir. Je vous donne la parole. Ensuite, on proposera un temps de questions-réponses. Enfin, j'ajouterai peut-être quelques questions à votre présentation et puis ensuite, on proposera aux participants, et Sylvain Vagnon en fait partie, il est invité également à réagir, à peut-être poser des questions ou intervenir. Je vous dirai selon quelle modalité vous pourrez le faire. Alix Kosker, je vous laisse la parole. Oui. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de cette invitation à participer à ce webinaire et puis plus largement à cette réflexion autour de l'éducation sur Montpellier. Je vais peut-être commencer par partager ma présentation. Alors, voilà, donc il y a un petit, ça peut être un petit peu haché du côté de l'image. Normalement, le son fonctionne bien, hein, voilà, par rapport à votre connexion, donc on devrait bien vous entendre. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Attendez. Oui. Voilà, est-ce que vous avez la présentation? D'accord, très bien. Alors, donc je vais vous parler un petit peu d'abord des enjeux autour de la nature en général et ce qui va nous amener dans une seconde partie, on va dire, à cette présentation autour d'un projet exploratoire qu'on a mené l'année dernière avec deux écoles de Montpellier pour expliquer un petit peu d'abord en introduction pourquoi est-ce que ça semble intéressant de s'intéresser d'abord au regard des enfants et aux relations des enfants avec la nature, et puis pourquoi particulièrement sur ces aspects de cours d'école, entre autres. Donc, vous l'avez dit un petit peu en introduction, donc je travaille en psychologie environnementale, donc je vais m'intéresser de manière générale en psychologie environnementale, on s'intéresse aux relations des individus et aussi des groupes sociaux avec l'environnement. Donc, l'environnement, c'est souvent entendu dans un cadre assez large. C'est l'environnement aussi bien physique que social. Et en l'occurrence, moi, je m'intéresse particulièrement aux relations des individus avec l'environnement naturel. Appelons-le nature, appelons-le biodiversité, vivant. J'aime beaucoup ce terme-là, peut-être parce qu'il est peut-être moins chargé un petit peu. Aussi environnement naturel. Enfin, on voit bien que ces différentes notions qui sont complémentaires et qui disent beaucoup de choses des enjeux qui traversent actuellement nos sociétés. Voilà, c'est tout à fait les axes de questionnement qui m'animent. Tout d'abord, l'enjeu, le premier enjeu peut-être, c'est un constat, le fait que les relations que les humains entretiennent avec la nature se sont largement transformées au cours des dernières décennies. Alors bien sûr, ça a toujours été le cas, hein, on est sur des relations qui se transforment et qui continuent à se transformer, notamment avec des changements sociétaux assez importants autour des modifications des modes de vie, des manières de travailler, des loisirs, d'habiter, etc., avec notamment une urbanisation assez importante. En France, c'est près de plus de 3/4 de la population qui vit en ville. Des rapports au virtuel aussi qui ont beaucoup évolué, notamment depuis encore plus, on va dire, suite au confinement successif. Pour les adultes, c'est plus de 4 heures par jour passées devant un écran, hein. Je pense que les chiffres ne sont pas encore d'actualité.
Voilà, donc il y a un certain nombre d'aspects autour de ces transformations-là, et puis il y a également un certain nombre de bouleversements environnementaux que chacun d'entre nous connaît autour des enjeux très forts du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité. Hein. On est en plein dans ces questions-là autour de la COP26 en ce moment. Ce qu'il faut noter, c'est que bien sûr, ces relations, il y a des interrelations entre ces aspects-là. On voit très bien de quelle manière nos modes de vie, nos choix de consommation, nos manières en société d'agir vont avoir des effets sur les environnements naturels. Et en retour, les transformations de ces environnements naturels modifient aussi de manière profonde à la fois nos modes de vie à l'échelle individuelle, mais aussi nos manières de faire société. Donc, on peut imaginer ces relations-là sur une articulation qui est réciproque et qui s'alimente et qui évolue. Et ça nous amène à deux constats, principalement sur deux niveaux, qui sont un petit peu des axes de réflexion. Le premier, c'est à l'échelle des individus. Il se trouve qu'au quotidien, de fait, la nature, ou en tout cas les éléments de nature, vont se retrouver moins présents dans nos espaces de vie et du quotidien, puisque finalement, en ville, on est principalement dans des cadres qui sont construits par des humains, pour des humains. De fait, les occasions de rencontre avec la nature se trouvent plus rares, moins répétées, et puis ce sont aussi des rencontres qui sont moins riches dans le sens où la biodiversité avec lesquelles on va interagir va être moins variée. Et puis, à l'échelle des sociétés, c'est quand même une question qui a un petit peu un fil d'interrogation, à savoir qu'on a des connaissances de plus en plus détaillées sur des enjeux, mais à l'échelle des sociétés, on voit bien qu'il y a une difficulté à apporter des réponses qui soient suffisamment ambitieuses et structurées pour répondre de manière forte à ces problématiques. Et c'est un petit peu dans ce cadre-là que plusieurs auteurs vont parler d'une déconnexion à la nature, qui est en fait une manière de parler d'un processus d'éloignement à la fois physique et psychique d'avec la nature. Et parmi les questions qui nous intéressent, c'est quelles sont justement les conséquences de cette transformation des rapports à la nature. Donc, il y a divers champs de recherche qui vont s'intéresser à ces aspects-là, pas seulement dans le champ de la psychologie, hein, mais aussi des sciences de l'éducation, de la santé, des sciences cognitives, etc., de l'urbanisme. Et on distingue principalement deux axes. Il y a un premier axe sur ces conséquences qui va s'intéresser aux enjeux liés à la santé et au bien-être, donc c'est-à-dire au développement des individus, au développement des sociétés. Et puis, il y a un deuxième axe plus spécifique autour des enjeux environnementaux qui, lui, va être lié à la pérennité des systèmes écologiques, c'est-à-dire à la capacité d'un écosystème à fonctionner. Donc pour ce qui est des enjeux de santé et de bien-être, je vais passer assez rapidement. On pourrait y consacrer beaucoup de temps parce que ces dernières décennies, il y a eu aussi beaucoup d'études qui tentent à montrer les effets largement positifs des interactions des individus avec la nature en termes de santé et de bien-être. Donc là, je parle exclusivement d'aspects positifs qui sont liés directement au contact des individus avec des éléments de nature ou des milieux naturels, etc. Je vous passe tous les effets qui sont bien évidemment existants en termes de contribution de la nature globalement à la santé humaine, à la nourriture, l'eau, l'air, etc. Donc, si on reste vraiment sur le cadre des relations directes que procurent les relations avec la nature, on est à la fois sur des effets de participation au bien-être physique, avec des choses autour de la réduction de la douleur, de la pression artérielle, de la prévention, des effets psychologiques, notamment autour de la réduction du stress et de la dépression. Une amélioration de ce qu'on appelle les fonctions cognitives, c'est-à-dire la capacité à optimiser en quelque sorte nos fonctions cérébrales, donc à fonctionner, avec une réduction notamment de la fatigue. Et puis des bénéfices dont on parle moins, mais qui sont aussi des bénéfices sociaux, notamment autour de la diminution des inégalités sociales de santé, et puis des choses plus concrètes autour des comportements prosociaux, de la coopération, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un petit peu chez les enfants, il y a une série d'études qui y sont associées, on retrouve à peu près les mêmes bénéfices, l'activité physique, les fonctions cognitives, puis des choses un petit peu plus spécifiques, notamment autour du développement des apprentissages et de la concentration, des choses autour du développement de la créativité, de la capacité à résoudre des problèmes, des motivations à compétences relationnelles. Ça fait beaucoup de choses en termes d'effets positifs.
Et puis, l'intérêt aussi, ce qui se passe de particulier chez les enfants, c'est qu'on est sur une époque vraiment de déploiement et de développement complexe de l'individu. Et donc, les relations à la fois physiques et sensorielles vont jouer un rôle important. Donc, les interactions que les enfants vont avoir avec le milieu vont avoir un rôle important et déterminant sur la construction de ces compétences. Alors, voilà. Donc, ça c'est pour les effets positifs. On voit bien qu'en termes de société, on n'en est pas du tout là. Il y a un journaliste américain qui s'appelle Richard Louv qui a un petit peu parlé qui parle, lui, d'un syndrome de manque de nature pour évoquer l'inverse, c'est-à-dire l'éloignement progressif des enfants vis-à-vis de la nature. Et pour lui, il relie cet éloignement à un certain nombre de pathologies qu'on pouvait observer chez les enfants, notamment des dépressions, des allergies, des troubles de l'attention, etc. Donc, il y a un deuxième aspect également, au-delà de la question du bien-être et de la santé humaine, c'est les effets positifs que produisent les interactions avec la nature sur la compréhension et l'approfondissement de liens au vivant. Donc là, on est vraiment sur ce qu'on pourrait appeler un sentiment de connexion à l'environnement naturel et qui est un petit peu une manière de traduire le sentiment de relation profonde, de faire partie du vivant. Et là encore, dans l'enfance, il y a des choses assez fortes puisque c'est dans cette période-là que vont aussi se construire durablement des représentations que les enfants vont, en grandissant, porter sur le monde. Il y a une partie également dans l'enfance autour de la manipulation physique, de l'immersion qui est concrète, qui est très structurante et qui va générer aussi des émotions vis-à-vis de la nature. Il y a des études qui montrent aussi que quand on accède régulièrement à la nature dans le cadre du quotidien, on va développer ce sentiment de connexion et il est particulièrement intéressant parce qu'il est aussi lié à des comportements que les personnes en grandissant vont aussi adopter vis-à-vis de l'environnement. Voilà, on voit que ces choses-là s'articulent les unes avec les autres. Mais encore une fois, si on s'intéresse aux enjeux contemporains, on n'est pas du tout sur le déploiement de ces aspects positifs, mais plutôt sur un versant, on va dire, plus sombre, où on a des auteurs qui parlent d'une extinction de l'expérience de nature, où là, c'est l'idée que les enfants se trouvent de moins en moins confrontés à des expériences à la nature, à la biodiversité, etc. Et donc, ils ne vont pas spécialement s'y intéresser, ils ne vont pas développer d'émotions vis-à-vis de ça. Et donc, en grandissant, finalement, ça ne va pas leur sembler très important de développer des relations vis-à-vis du vivant. C'est un petit peu ce thème classique de on protège ce qu'on connaît et on aime voilà, ce qu'on connaît. Et puis, si on peut tirer un petit peu ces questions-là sur un angle de transmission générationnelle, où non seulement on est sur des évolutions à l'échelle des individus, mais aussi peut-être possiblement sur plusieurs générations, où en fait, au fur et à mesure de la détérioration des relations à la nature, les individus ne sont pas en mesure d'évaluer le degré en fait de détérioration d'un environnement. Par exemple, pour un enfant qui naît en ville, eh bien, un environnement urbain paraîtra en quelque sorte l'état initial de ce qu'est une nature préservée, etc., sans avoir nécessairement conscience qu'il existe aussi d'autres types d'environnements, etc. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'amnésie générationnelle environnementale. Donc la question, une fois voilà, posé ces quelques éléments, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cela ? Et nous, en l'occurrence, on s'est demandé quelles seraient les conditions pour développer des relations approfondies au vivant. Donc, ces relations approfondies au vivant, on peut aussi les appeler connexion à la nature. Et si on est sur l'idée d'un développement des relations, on peut parler même d'une reconnexion à la nature et qu'on pourrait traduire comme étant un processus d'interaction des relations au vivant, mais aussi d'enrichissement de ces composants, c'est-à-dire à la fois des processus qui vont profiter à la biodiversité dans son ensemble, mais aussi, il me semble que c'est important, amener aussi un certain nombre de bénéfices pour les humains. Donc, c'est en ayant ces éléments-là en tête un petit peu qu'on s'est intéressé au rôle de l'école dans la construction et l'approfondissement justement de ces rapports à la nature. Donc, l'école, c'est un vaste sujet, mais extrêmement intéressant, puisque le cadre scolaire, finalement,
c'est une expérience du quotidien. C'est une expérience répétée car les enfants passent un certain nombre d'années à l'école. C'est aussi une expérience sociale, affective, puisqu'elle s'inscrit en relation avec une équipe pédagogique, avec des camarades. Il y a un cadre familial en relation avec la famille, etc. C'est aussi un cadre qui s'inscrit dans un territoire. Et donc, quand on va parler des relations des enfants à la nature, à travers l'école, on va aussi aborder la question des relations avec la diversité des acteurs qui se trouvent sur ce territoire-là. Et donc, ça, on va aussi aborder la question des différents enjeux. Et puis, c'est aussi l'école un cadre institutionnel. Et ça, c'est une bonne opportunité de réfléchir à la manière dont on peut questionner la relation des enfants, en l'occurrence, à la nature, à travers les institutions. Donc voilà, ça fait plusieurs bonnes raisons de s'intéresser à l'école. Et dans ce cadre scolaire, il existe, Sylvain Magnon en avait justement parlé lors du premier webinaire, une diversité de recherches qui développent un petit peu ces thèmes-là, notamment autour des questions de l'école ou de la classe dehors. Il y a également le développement de certains dispositifs sur lesquels on travaille par ailleurs, autour, par exemple, des aires éducatives, qui est un dispositif porté par l'Office français de la biodiversité qui va chercher à mettre en relation une classe ou une école dont une école va avoir la gestion d'une petite portion du territoire à proximité, donc de manière participative. Et puis, ce sur quoi je vais parler maintenant, c'est l'espace de la cour d'école, qui est une autre piste de questionnement, de recherche et d'exploration autour de ces relations à la nature dans le cadre scolaire. Alors, c'est effectivement, vous l'avez aussi dit en introduction, il y a un intérêt assez marqué ces dernières années pour repenser, pour réaménager les espaces de la cour d'école, parce qu'effectivement, il y a différents enjeux qui viennent un petit peu se rejoindre sur ces espaces-là, notamment des questions d'adaptation au changement climatique, des questions d'accompagnement, de développement de la biodiversité. Il y a la volonté de créer une diversité d'aménagements autour des jeux, des aménagements pour les enfants, notamment à travers une réflexion autour des usages genrés dans les espaces, par exemple, avec en ligne de mire un certain nombre d'objectifs, donc des fois des choses explicites, très clairement, notamment l'amélioration du bien-être des enfants. Et puis, il y a des choses possiblement plus implicites autour des modifications des pratiques pédagogiques, qui sont aussi des choses qui peuvent se produire. Donc, l'exemple, souvent, on entend beaucoup parler des cours Oasis à Paris qui sont portés par la municipalité de Paris, qui transforment une grande partie qui aménagent une grande partie des cours d'école de la métropole. Mais il y a une grande diversité de villes, de villages, etc., qui se sont saisis de ces questions-là, très clairement. Donc, je vais dire quelques mots sur le projet exploratoire USNAT. Donc, exploratoire parce que à ce stade-là du développement, nous n'avons pas réalisé de transformation de la cour d'école, de végétalisation, etc. Le premier objectif, c'était un petit peu de réaliser un état des lieux et puis de commencer à discuter des listes avec notamment les enfants et les équipes pédagogiques. Donc, avec une approche un petit peu particulière, c'était de questionner à la fois les rapports à la nature, à travers les expériences, les représentations, à travers le prisme des enfants, et puis le bien-être à l'école, et essayer de mettre en relation ces deux aspects du rapport à la nature et du bien-être à l'école. Il y a un certain nombre d'études, encore une fois, qui nous invitent à nous intéresser à ces questions-là, notamment, par exemple, des cours d'école qui accueillent davantage de biodiversité, qui vont avoir un effet apaisant et ressourçant auprès des enfants, ou encore des aspects autour de l'entretien du jardin pendant le temps scolaire, avec des effets sur la connaissance et l'intérêt pour la nature, l'augmentation des compétences émotionnelles et sociales, l'accroissement du bien-être, etc. Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'aspects qui nous poussent à s'intéresser à ces questions. Et donc, ce projet exploratoire a en vue l'accompagnement d'une transformation de l'espace de la cour d'école. Il est mené en partenariat avec le dispositif Univers la Cité,
qui fait partie de l'Université de Montpellier et dont l'objectif est de créer des moments de partage entre les élèves des quartiers et des universitaires, principalement à travers des ateliers qui sont menés dans les établissements scolaires et qui s'inscrivent dans une continuité sur la durée. Donc, ces recherches ont été réalisées en collaboration avec 2 écoles primaires de Montpellier qui sont REP+. Donc, il y a l'école Julie Daubier qui est située dans le quartier Cévennes. Alors, on ne devine pas forcément, je ne sais pas si on voit très bien sur les photos, mais donc à Julie Daubier, il y a un espace potager auquel les enfants peuvent accéder lorsqu'ils en font la demande pendant le temps des récréations. Et voilà, il y a une série de matériaux, d'outils, etc., d'arrosoirs qui sont à leur disposition. Il y a également un poulailler dans l'école. Et globalement, les pourtours de l'école sont relativement végétalisés, même si les élèves n'y ont pas accès visuellement, c'est plutôt végétal. Et puis, il y a la deuxième école, c'était l'école Simon Bolivar, qui elle se trouve dans le quartier Mausson. Là, on est beaucoup plus sur un cadre très artificialisé, puisque l'école donc, est un groupe scolaire et se trouve enchâssée entre quatre immeubles avec des voies de circulation autour et le tram qui passe à proximité. Donc ici, on a très peu de végétalisation, quelques arbres tout au plus. Et donc, avec les écoles, on a mené plusieurs choses. L'idée, c'était de questionner les enfants autour de leurs expériences de la nature, de leur poser des questions sur comment ils envisageaient la nature, et puis d'avoir des informations sur le bien-être perçu à l'école. Donc, pour ça, on a mené, d'abord, on a fait passer des questionnaires, donc, qui vont du CP au CM2 pour les 2 écoles, Julie Daubier et Simon Bolivar. Et auprès de Julie Daubier, donc Simon Bolivar, on souhaitait intervenir, mais en raison de la crise sanitaire, on n'a pas pu faire des interventions sur place. Mais donc, chez Julie Daubier, on a également mené auprès de certaines classes des ateliers complémentaires, notamment autour d'approches de cartographie sensible, c'est-à-dire un travail collectif où les enfants ont collé des gommettes sur les endroits, sur une représentation par exemple de la cour d'école, les enfants les appréciaient moins en expliquant pourquoi. Il y a également eu pour 2 classes un travail de dessin sur dessiner la cour d'école qu'ils souhaiteraient aménager. Et puis, il y a eu des temps d'échange avec les enseignants. Alix, je suis désolé, donc, je vais proposer peut-être juste de couper votre vidéo parce qu'il y a quelques moments où le son ne passe pas du tout. Vous la rallumerez après la présentation, ça ne vous gêne pas? pas de problème. Merci à vous. Et donc, donc pour les premiers résultats, très rapidement, on a eu, donc en termes de bien-être à l'école, donc il y avait un certain nombre de variables qui étaient examinées dans le questionnaire. On voit que les enfants sont, les scores de bien-être sont très hauts. Donc, bien-être à l'école, c'est le bien-être décrit général à travers une série de variables. Et bien-être social, c'est les relations qu'ils entretiennent avec leurs camarades dans le cadre de l'école. Et puis, restauration psychologique, qui est quand même relativement élevée aussi. Entre moyen et élevé, c'est le sentiment de détente et de bien-être consécutif temps passé dans la cour d'école. Donc, voilà, on discutera un petit peu après de ces résultats-là si vous voulez, mais en fait, la question de la nature ici ne rentre pas en jeu dans la question du bien-être. Le bien-être est globalement très élevé, donc ce qui a plutôt à voir avec la fréquentation et la perception par les enfants très positive de la fréquentation de leur école. En termes de sortie, de fréquence de sortie, ce sont des données qu'on a également interrogées. Donc, les enfants sortent moyennement à souvent, à peu près. Dans le cadre du quotidien, ils sortent beaucoup plus pendant le temps des vacances. Donc, on voit aussi que les usages, les fréquences de sortie dans la nature sont relativement coordonnés avec le temps scolaire. Et puis, de la même manière, les espaces fréquentés sont différenciés selon le temps du quotidien pendant le temps de l'école et puis le temps des vacances. Au quotidien, les enfants vont plutôt fréquenter les espaces de grande proximité, comme par exemple le bas de leur immeuble ou des parcs de jeux à proximité. Et puis, pendant le temps des vacances, ça va être plutôt le littoral qui est largement plébiscité. Globalement, on observe aussi que les enfants ont un intérêt assez élevé vis-à-vis des diverses expériences de relation à la nature. On avait, dans le questionnaire, on les avait interrogés sur une série d'expériences possibles vis-à-vis de la nature, sentir une fleur, faire du jardinage,
caresser un animal, s'allonger dans l'herbe, etc. Et globalement, ils décrivent voilà, de manière positive ces expériences-là. Mais lorsqu'ils sont interrogés sur la fréquence, on voit que c'est beaucoup plus disparate. Donc, en fait, il y a un décalage entre ce que les enfants souhaiteraient faire dans l'idéal et ce qu'ils disent faire en vérité au quotidien. Et puis là, donc c'est un petit peu les différents aspects qu'on a étudiés. On voit bien que du côté du bien-être, donc tout ce qui la boîte, enfin voilà, l'ensemble des boîtes qui se trouvent sur le côté droit de la page, on a un certain nombre de variables qui s'alimentent, c'est-à-dire que les enfants qui se trouvent bien à l'école déclarent aussi être bien avec leurs amis à l'école, ils apprécient la cour d'école, il y a un sentiment de restauration associé à la cour d'école, etc. Et ces différents aspects voilà, se complètent, se conjuguent. Et puis, de l'autre côté, du côté des relations à la nature, c'est également le cas. Par exemple, en termes de fréquence, les enfants qui sortent le plus au quotidien sont aussi ceux qui sortent le plus pendant les vacances. Ce sont aussi ceux qui vont avoir le plus d'expériences diversifiées de nature. Donc, voilà, il y a un effet d'alimentation comme ça. C'est la même chose pour la naturalité. Ce qu'on a appelé la naturalité, c'est le fait de percevoir un environnement comme étant plus ou moins naturel. Et là, par exemple, les enfants qui décrivent une fréquentation plus élevée sont aussi ceux qui décrivent une naturalité perçue la plus élevée. Et ce sont aussi ceux qui décrivent avoir des sentiments positifs plus élevés associés aux expériences de nature. Alors, ça ne permet pas de savoir dans quel sens les choses s'alimentent. Est-ce que c'est parce que les enfants qui sont les plus intéressés vont sortir de manière plus fréquente, etc., dans la nature, ou bien est-ce que c'est la fréquence qui va induire de manière progressive une attention plus importante au vivant et des sentiments positifs, etc. Là, la question n'est pas tranchée, mais en tout cas, ces aspects-là s'alimentent. Et puis, si on rejoint les deux axes, on voit bien aussi que de manière secondaire, les questions des relations à la nature contribuent aussi à des questions de bien-être à l'école, mais à travers sans doute des bénéfices qui sont produits sur l'enfant. Par exemple, la fréquence de sortie dans la nature ou les sentiments positifs associés à la nature vont avoir des effets sur le bien-être à l'école et sur le bien-être social dans le cadre scolaire. Sans doute le fait que les enfants vont se sentir globalement mieux. Voilà, et juste un petit mot pour noter qu'on voit des différences selon les deux écoles, par exemple, sur des choses assez claires, notamment autour de la naturalité justement perçue par les enfants de la cour d'école. On voit une différence entre l'école Julie Daubié, qui est perçue comme plus naturelle par les enfants, que l'école Simon Bolivar. Et c'est la même chose pour la restauration psychologique qui est associée à la cour d'école, où les enfants de Julie Daubié déclarent une restauration psychologique plus élevée que les enfants de l'école Simon Bolivar. Donc, on voit que même sans aménagement, a priori, le cadre, les différences qu'on peut déjà observer autour du cadre de végétation, notamment des deux cours d'école, semblent avoir un effet sur certains variables. Et voilà, ça c'est juste un petit mot pour dire que, par exemple, sur les dessins, donc, qui a fait l'objet d'une autre analyse, et donc, on a 25 dessins. Donc, c'est des enfants qui ont de deux classes de Julie Daubié qui ont représenté la nature, leur cours d'école telle qu'ils aimeraient qu'elle soit en partant de l'existant. Et finalement, parmi ces dessins, il y en a 13 qui ont représenté des éléments de nature qui étaient déjà présents dans la cour de récréation et seulement 6 qui ont inclus des éléments de biodiversité supplémentaires en rajoutant de la pelouse, des arbres, des animaux, etc. Et finalement, ce qui a structuré la plupart des dessins, ce ne sont pas des choses qui sont liées à des éléments naturels, mais à d'autres éléments, notamment à des aménagements ludiques et sportifs, une piscine, des balançoires, des toboggans, etc., ou bien liés à des services, à des complexes de services, notamment des restaurants, des magasins de jeux vidéo, des hôtels, etc. Là, c'est pareil, on pourra un petit peu rediscuter de ces résultats. Mais ça permet un petit peu d'éclairer aussi et de donner un contrepoint aux observations qu'on peut avoir par ailleurs dans le questionnaire. Et pour conclure, donc sur ce premier projet exploratoire, c'est qu'on a des résultats qui soulignent l'intérêt de favoriser dans le cadre scolaire des expériences de nature, et notamment des expériences qui favorisent l'accès à des espaces naturels de proximité, parce qu'il semblerait qu'elles réduisent justement l'accès aux inégalités environnementales, donc à la fois l'accès, mais aussi les bénéfices qui semblent en découler.
Et puis, en tout cas, c'est ce qui nous semble observer dans ces premiers résultats, effectivement, la possibilité d'un approfondissement d'un lien à la nature à travers la perception de la naturalité, des sentiments positifs associés et qui semble mise en relation avec la question de l'expérience directe de nature. Ce qu'on observe aussi dans cette étude, c'est que finalement, les expériences de nature participent au bien-être dans le cadre scolaire, mais de manière assez secondaire. En fait, finalement, c'est assez logique puisque la question du bien-être à l'école, elle dépasse bien entendu la question de la présence ou pas de végétation. Ça dépend d'une grande diversité de facteurs qui sont notamment liés au contexte familial, au contexte social, au contexte économique, etc. Voilà. Et ce qui nous a amené aussi à nous interroger sur les approches pour la suite, pour une transformation de la cour d'école, avec plusieurs possibilités, effectivement. Soit ce qu'on pourrait qualifier de projet de végétalisation un peu clé en main, où on va amener des transformations dans la cour d'école en augmentant la végétalisation, notamment. Et donc, on voit bien que déjà, simplement ces aspects-là sont susceptibles de produire des effets positifs par exposition des enfants dans la cour d'école. Cela dit, il nous semble qu'il y a une plus-value à développer des projets qui soient participatifs et qui exploreraient plus particulièrement la dimension des interactions avec le vivant dans le cadre de la cour d'école. Parce qu'au final, il semblerait que ce soit ces interactions-là avec la nature qui semblent produire un certain nombre déclencher un certain nombre de transformations et de bénéfices. Et puis, cette approche participative, elle permettrait de construire le projet avec et aussi à partir des besoins et des envies des différents acteurs éducatifs. Par exemple, pour les enfants, ça permettrait d'accompagner en quelque sorte ce processus d'explicitation des effets positifs des relations à la nature, parce que pour le moment, c'est des choses qu'on observe dans le questionnaire, mais de manière explicite, les enfants ne font pas du tout dans leur discours la relation entre la présence de nature potentielle dans l'espace de la cour d'école et un bien-être augmenté pour eux. Et puis pour les enseignants, ce serait aussi l'occasion de travailler avec eux en s'appuyant sur des objectifs pédagogiques pour accompagner aussi possiblement un changement de pratique autour de ces espaces de cour d'école. Voilà, je vous remercie beaucoup de attention. Merci. Alors, on a eu un petit souci de connexion sur la toute fin, mais on a entendu, merci par votre attention. Vous pouvez, alors, on mettra la bibliographie en lien sur le site à côté de la vidéo qui sera projetée. Donc, vous pouvez peut-être enlever le partage si vous voulez. Peut-être avant de laisser la parole, j'avais deux, trois questions à vous poser. D'abord, merci pour cette présentation qui montre bien justement tous les apports que peut avoir la végétalisation, même quand elle est en bordure finalement de l'école, et pas simplement à l'intérieur de l'école. Et c'est intéressant de compléter le regard que nous avons eu que nous avions abordé avec Sylvain Vagnon, un regard historique, un regard sur le lien avec les pédagogies, d'avoir ce regard de psychologie environnementale que vous avez pu détailler. Qu'est-ce que vous a apporté? Vous avez montré ce que vous avez fait avec les enfants. Qu'est-ce que vous pensez que ça apporte dans la préparation du projet de végétalisation? Quelle est la plus-value finalement pour le projet en lui-même de ce que les enfants vont pouvoir vous dire? Alors, je pense que le premier intérêt, c'était peut-être des résultats un peu contre-intuitifs. Et en tant que chercheur, je pense qu'il faut faire attention peut-être aux attentes qu'on peut avoir vis-à-vis des enfants et du poids qu'on fait un peu en quelque sorte porter sur eux, ou on s'imagine peut-être de manière un peu spontanée, si on leur pose la question par rapport à des transformations de la cour d'école, on vient avec une certaine représentation de ce qu'on imagine autour de ce projet notamment de végétalisation, etc. Et en fait, en discutant avec les enfants, on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes idées par rapport à ça et qu'on ne partait pas du tout des mêmes présupposés. Et ça, c'est important, je pense, parce que c'était une manière de montrer aussi qu'en fait, il y a un processus d'acculturation
à des enjeux et de discussions autour de certaines thématiques qui doivent se faire de manière participative, de manière construite et progressive, en fait. C'est un petit peu comme les participants à la Convention citoyenne sur le climat. On ne leur a pas demandé de plancher tout de suite sur des préconisations. Il y a eu un temps d'acculturation aux enjeux, etc. Et les enfants, c'est un petit peu ça. Si on leur demande tout de suite ce qu'ils veulent pour la cour d'école et qu'on leur parle de nature et de biodiversité, etc., en fait, c'est pas du tout ces choses-là qui ressortent. Ça, c'est ce dont on s'est aperçu tout de suite. Et donc, je pense que ça nous permet aussi d'imaginer comment est-ce qu'on souhaiterait vraiment mettre en place pour le coup ces projets-là. Et donc, il y a une partie d'ateliers et de participation et de construction, d'abord autour des enjeux autour de la biodiversité, des enjeux autour de la santé, etc., qui va être amené avec les enfants pour qu'ils puissent se saisir en quelque sorte des enjeux et ensuite être à même de faire des propositions par rapport à ces aspects-là. Mhm. Et qu'est-ce que vous avez pu identifier comme limite, comme frein, comme crainte sur la végétalisation? Alors pour les enfants, mais peut-être aussi pour les adultes. Alors, pour les enfants, il peut y avoir des choses, notamment des manipulations, des enfants qui n'ont pas envie de toucher la terre, des enfants qui… voilà. Bon, il y a des choses très, très, très concrètes. Moi, il me semble que les limites, alors, je sais pas, ce sont pas vraiment des limites, ce sont des freins, mais qui doivent être pris en compte pour être ensuite levés. Mais c'est qu'en fait, finalement, sur ces espaces de cours d'école, il y a un certain nombre d'acteurs qui interagissent. Donc, il y a les enfants, puis il y a les enseignants, et puis et l'équipe pédagogique en général, mais il y a aussi des équipes d'entretien, il y a des animateurs sportifs, il y a des animateurs qui s'occupent des temps périscolaires, il y a des services d'entretien de la municipalité, etc. Et toutes ces personnes n'ont pas forcément les mêmes regards sur cet espace-là, ni les mêmes besoins, ni les mêmes compétences, etc. Et donc, je pense qu'il y a les grands acteurs qui peuvent se sentir en décalage par rapport à des aménagements qui puissent être produits, qui vont avoir du mal à s'approprier ce nouvel environnement de la cour d'école ou à se questionner par rapport à son entretien. Ou bien, il y a des questions autour de la formation des enseignants. Comment est-ce qu'on accompagne possiblement autour d'adaptation des pratiques des enseignants par rapport à ces espaces-là dans lesquels on peut imaginer que ça pourrait être des espaces qui ne sont pas seulement des lieux dédiés à la récréation, mais qui deviennent aussi des espaces de pratique pédagogique. Donc ça, c'est un certain nombre de limites, mais qui me semblent peuvent aussi être levées justement en optant pour une démarche plutôt participative, qui permet justement une concertation progressive et une intégration des différents acteurs. Merci. Je vais poser une dernière question, mais avant, je voudrais dire aux participants que si vous souhaitez poser des questions, vous avez deux modalités. Soit vous les inscrivez dans le chat, dans la discussion en bas, il y a une petite bulle qui s'appelle « Discuter », « Chatter ». Donc, vous l'ouvrez et vous posez votre question, soit à tout le monde, soit en me sélectionnant moi-même. Et deuxième modalité, vous levez la main. Vous avez un petit outil « Lever la main » en bas de la barre d'outils. Alors, soit vous le voyez directement apparaître, soit c'est dans « Réaction ». Mais normalement, vous le voyez apparaître et ça me permet d'identifier qui souhaite intervenir. Dernière question avant de passer la parole aux participants. Selon vous, quelles seraient les particularités de la végétalisation, puisque dans une ville comme Montpellier, dans un climat méditerranéen, c'est vrai qu'on voit beaucoup la végétalisation. Alors, on a vu des exemples espagnols, je pense notamment à ce qu'on a vu dans le premier webinaire, mais quand même, souvent, ce sont des exemples qu'on nous montre du nord de l'Europe, de l'Europe du Nord, avec la Finlande, la Suède, même la Hollande, enfin, beaucoup de l'Allemagne, des pays qui ont peut-être davantage végétalisé, mais où peut-être le climat n'est pas tout à fait le même. Quelle serait la particularité justement de ce qu'on peut faire à Montpellier? Je pense qu'effectivement, il y a une réflexion qui a mené sur ces questions-là, et notamment avec des écologues, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, on est dans un climat méditerranéen et dans un contexte de réchauffement climatique qui, plus est, à mon avis, la végétation est… Donc voilà, il faut tabler sur des essences qui sont suffisamment résistantes, etc., ou qui vont être adaptées au climat, en termes de végétation, très clairement. Il y a une question aussi autour de la chaleur. Il y fait quand même très chaud dans ces cours d'école et particulièrement dans le sud de la France. Donc, la question de
d'enlever le bitume, c'est quelque chose qui se pose assez vite, puisque c'est des lieux, sinon il y a une certaine surchauffe, du point de vue plutôt du bien-être pour le coup des enfants, et la nécessité sans doute alors, de produire de l'ombre, donc soit effectivement avec des essences plantées plutôt arborées qui permettent d'avoir du feuillage, ou bien imaginer d'autres aménagements pour que les enfants puissent bénéficier de l'ombre. Il me semble qu'il y a un côté autour de l'accès à l'eau, ou en tout cas au rafraîchissement. Donc, c'est peut-être pas c'est peut-être pas anodin si dans les dessins des enfants, finalement, ce qui ressort le plus, c'est des piscines. Pourtant, voilà, on leur a pas posé la question en plein été, donc il y a pas vraiment de biais très, très fort, mais voilà, il y a sans doute une question autour de l'accès à l'eau qui est peut-être à creuser aussi sur ces questions-là, et puis qui pose aussi, même techniquement, d'autres questions si on prend cette question de l'eau, de la récupération de l'eau, etc. Quel type de dispositif on peut imaginer aussi dans des contextes de sécheresse, etc. Voilà, et je pense qu'il faut être effectivement inventif et travailler de manière concertée avec une diversité d'acteurs sur ce sujet-là. Mais oui, il y a des vrais enjeux territoriaux. On ne peut pas faire la même chose à Montpellier et dans le nord de la France, très probablement. Merci beaucoup. Alors, j'ai Magali Balmfrezol qui a demandé la parole. Alors, je vais vous demander la réactivation du micro. Vous pouvez allumer votre caméra si vous le souhaitez. Oui, bonjour. Voilà, bonjour. bonsoir. Vous présenter Voilà, je suis enseignante, donc je suis un peu concernée aussi par votre problématique et je vous remercie pour votre exposé. J'avais 3 remarques. Du point de vue de l'enfant, il faut que l'espace végétalisé ne soit pas contraint. Il faut qu'il reste au maximum sauvage et que l'enfant se l'approprie librement. On a tendance à remplacer le goudron ou le béton par des espaces très délimités, végétalisés, mais avec des dahlias, des marguerites, enfin ornementaux, plutôt que accessibles. Et c'est intéressant que les enfants puissent accéder à la nature librement, quitte à l'abîmer, à en voir les effets, etc. Que ce soit même un jeu, plus qu'une observation, alors que nous, adultes, on a plus tendance à voir le côté esthétique, le côté ornemental. Du point de vue de l'enseignant, la contrainte en général, c'est de se dire qu'il ne faut pas que ça salisse les chaussures, il ne faut pas qu'on casse tout. Voilà, il y a des contraintes techniques qui gênent très vite les enseignants quand on passe du goudron à la terre. Voilà, on s'est habitué au confort des chaussures propres après la pluie. Voilà, c'est difficile à gérer pour les enseignants. Et la deuxième contrainte de l'enseignant, c'est qu'on a toujours l'idée que la cour est un espace pédagogique. Donc, on a envie que la cour reste un endroit où l'enfant apprend. Donc, c'est vrai que l'idée des espaces verts de production de légumes, avec des animaux, c'est très, très bien. Voilà. Et ça plaît énormément et ça permet de faire un lien avec la pédagogie en classe. Et ça, c'est vrai qu'autrefois, les cours, c'était vraiment un lieu de jeu. Maintenant, ça a pris une autre dimension. Alors, à voir si c'est toujours nécessaire. Je pense que c'est dans l'air du temps de le garder en tant qu'objet pédagogique. Et là, ma dernière remarque, c'est que c'est vrai que j'avais beaucoup alerté notre futur actuel maire à l'époque sur l'idée du réchauffement climatique. Les cours de récréation l'été sont des étouffoirs. Et que dans la végétalisation, il faut absolument intégrer l'ombrage, les murs végétalisés pour refroidir au maximum les classes. Voilà, parce que vraiment, c'est problématique, cette hausse de température en juin qui est insupportable. Merci. Merci beaucoup, madame, pour cet apport pour et ce regard. votre témoignage. Oui. Je ne sais pas, Alix, si vous voulez réagir. Oui, je vous rejoins tout à fait sur l'aspect manipulation de la cour. Effectivement, le visuel, c'est une première approche, mais plus l'approche va solliciter, on va dire, une diversité de sens et plus c'est la possibilité pour l'enfant aussi de faire un certain nombre d'expériences, de toucher la terre, d'observer des animaux qui s'y trouvent, de construire. Mais du coup, ça implique aussi d'avoir à sa disposition une petite palette au moins d'éléments à manipuler, etc. Donc, il faut que ce soit des espaces dont ils aient l'accès
et puis qui soit suffisamment pensé aussi pour que forcément il y ait un certain nombre de passages des enfants, etc. Mais je suis d'accord je reviens tout à fait sur l'aspect sur l'aspect pratique, parce que c'est vraiment ça, il me semble, qui est intéressant dans la mise en relation. Voilà, au-delà du simple aspect esthétique. Voilà, et peut-être qu'on peut imaginer effectivement, je vous rejoins également sur ce point-là, des cours d'école qui soient pensés dans le cadre de la transformation comme des dispositifs pédagogiques, justement. C'est exactement ce qu'on souhaiterait mettre en place pour la suite, en travaillant de manière concertée sur comment est-ce qu'on peut imaginer des dispositifs éducatifs pédagogiques qui permettent de développer les relations des enfants avec la nature qui se trouvent dans les cours d'école. Donc, ça passe à la fois par des transformations de cette cour d'école, mais des transformations qui sont pensées dans cet objectif-là, justement, de dispositifs pédagogiques éducatifs. Alors, est-ce qu'on a d'autres interventions, demandes, questions, remarques, désaccords peut-être aussi, hein, c'est important qu'on puisse échanger. Je vois qu'on a quelques personnes que j'ai identifiées, la ville de Montpellier. Est-ce que des services qui sont en charge notamment de la mise en place de ces cours d'école végétalisés, pour lesquels ça peut être un casse-tête parfois. Alors, Marie-France Paulin, sans la citer, mais qui nous écrit comment concilier le foncier contraint des nouvelles écoles, proximité des habitations, cours à l'étage, avec ces cours plus proches de la nature. On a vu sur Simon Bolivar, par exemple, où on a vraiment les habitations qui sont en bordure et la voirie qui sont en bordure de cours. Alors, est-ce que vous avez une idée, Alix, sur comment on peut concilier ce problème de foncier contraint? On aimerait bien avoir des milliers de mètres carrés de cours. Oui, ce serait bien. Non, je ne sais pas trop. Peut-être que pour le coup, il faudrait inclure dans la boucle justement des urbanistes dans la réflexion. Et puis aussi plus largement, j'en ai pas parlé parmi les acteurs qui gravitent autour de l'école, mais il y a les parents, il y a les riverains, etc. L'école, elle n'est pas, c'est pas un îlot voilà, dans la mer, c'est une école souvent dans un territoire. Je pense par exemple à l'école de Simon Bolivar, où il y a eu aussi des enjeux autour de la sécurité, des intrusions dans l'école, des choses comme ça. Donc, qui implique d'avoir aussi une perspective large sur ce type de projet quand les aménagements sont menés. Et non, effectivement, sur des pratiques contraintes, j'ai pas vraiment de solution clé en main. C'est peut-être qu'un panachage, on peut imaginer un panachage des différents types de pratiques où faire des choses, des aménagements peut-être dans la cour d'école, couplés à des pratiques aussi régulières de sortie dans des espaces de proximité, de nature, qui permettent aussi aux enfants d'avoir un espace peut-être un petit peu plus grand et un petit peu plus complexe de nature. Par exemple, sur l'école de Simon Bolivar, à proximité, on a les rives de la Mosson qui sont accessibles à pied depuis l'école. Et il y a des enseignants qui sortent de manière régulière dans cette école. Mais alors effectivement, c'est un sujet qu'on a abordé lors du dernier webinaire, et c'est le fait d'aller vers la nature, d'aller vers l'extérieur, que l'école soit ouverte sur son environnement. Et c'est vrai qu'on est toujours un peu dans cette tension-là parce qu'on est en milieu très urbain et on se demande finalement comment, même si à Montpellier, on a la chance d'avoir un certain nombre de parcs et jardins qui permettent cette extension de l'école dehors. Mais est-ce que finalement, on peut considérer que même si on ne fait pas beaucoup, même si en termes de quantité, on ne fait pas beaucoup, c'est quand même important d'avoir, parce que c'est aussi pour déculpabiliser ou dire, moi, je n'aurais pas forcément de végétalisation dans mon école avant un certain nombre d'années parce que la ville ne peut pas programmer toutes les cours d'école en même temps. Mais est-ce que déjà commencer à mettre en place un potager, un peu enlever un peu du béton et mettre un peu de terre à la place, c'est déjà bien, ou est-ce qu'il faut être vraiment dans un projet parfait final? J'ai peur que la réponse soit dans ma question, mais... Non, effectivement, parce que là, en fait, quand on parle de cours d'école, on parle beaucoup d'aménagement très concret. On s'imagine des choses où on est vraiment sur l'action, la réalisation, etc. Mais j'ai beaucoup moins parlé des approches d'accompagnement, alors qu'en fait, ces aspects-là sont au moins aussi importants, il me semble, dans la construction d'une relation des enfants, en l'occurrence, avec la nature.
quand des adultes, des études, des adultes qui sont engagés dans des approches de conservation, par exemple, de la nature, etc., parlent des moteurs qui les ont amenés en quelque sorte à cette situation-là, ils mentionnent des expériences qu'ils ont pu vivre dans des milieux ou avec des environnements naturels. Et puis la deuxième raison qu'ils mentionnent ensuite, c'est l'accompagnement par une personne qui les a initiés ou qui a produit un discours et qui les a amenés à développer un regard d'attachement vis-à-vis du vivant. Donc, je pense qu'on peut tout à fait mener avec les enfants des approches très approfondies de rencontres, d'observation de la nature, de découverte du vivant, avec d'un petit nombre d'outils et très modestement. En fait, les enfants sont, de toute façon, globalement, ils partent au quart de tour dès qu'il s'agit d'observer, de manipuler, d'expérimenter, etc. Donc, il n'y a pas forcément besoin de se lancer dans des aménagements très compliqués qui, effectivement, par certains aspects, dans le cas des cours d'école, nécessitent des choses structurelles qui peuvent prendre du temps. Merci. Alors, j'ai deux questions. D'abord, on vous remercie pour la présentation riche. La question, c'est comment on passe de la réflexion sur la végétalisation de la cour à d'autres questions comme celle de la lutte contre une cour genrée, hein. Et peut-être d'une manière plus générale, comment la végétalisation peut être un prétexte à repenser l'espace de la cour et le bien-être de l'enfant au sens large. Alors, j'ai beaucoup moins de connaissances sur comment les choses fonctionnent, enfin voilà, à part des choses, des notions très, très simples, voilà, sur effectivement les cours d'école actuels qui ont tendance à être un peu toutes construites sur le même modèle et donc à développer des distinctions justement de pratiques de genre avec très souvent les garçons qui jouent au foot au milieu et les filles en périphérie qui sont par petits groupes et puis qui discutent et qui observent. Donc voilà, l'utilisation de l'espace est différente. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que en raison de l'aménagement de la cour d'école, ça va forcément avoir une influence sur les dynamiques qui vont ensuite se produire dans l'espace de la cour d'école. Très clairement, s'il n'y a plus de terrain de foot, comment est-ce qu'on maintient et comment est-ce qu'on maintient, sous quelles conditions, etc. Là encore, par exemple, à Julie Daubier, il y a un certain nombre de jeunes filles qui se sont positionnées de manière très favorable par rapport au maintien du terrain de basket parce qu'elles soutiennent l'équipe des Gazelles, etc. de Montpellier. Donc, voilà, elles étaient très, très engagées. Donc, parfois, c'est pareil, c'est aussi utile de questionner les enfants à ce sujet parce qu'on peut partir avec des a priori, etc. Mais mais c'est intéressant. Oui. C'est évident que c'est des questions qui doivent être sans doute incorporées dans le cheminement et dans les aménagements, etc. De ne pas plaquer des représentations et pas conserver un état existant de distinction genrée de l'espace. Après, de quelle manière pratique ça doit se mettre en forme, ça, je ne saurais pas vous dire. Et est-ce que sur l'observation que vous avez faite avec les enfants, enfin, le travail que vous avez fait avec les enfants, vous avez senti des différences de genre dans la perception, dans les remarques qui étaient faites, ou est-ce qu'au contraire, ils sont préservés de ça et c'est tant mieux? Est-ce qu'il y a eu des différences entre ce que demandaient les filles et ce que demandaient les garçons, ou pas spécialement, sur la végétalisation? Les garçons sortent, par exemple, sur les fréquences, les usages, etc. Les garçons déclarent sortir plus, avoir accès à un environnement qui est plus large, par exemple, dans le cadre des pratiques du quotidien, etc. En termes de demandes, étant donné qu'il n'y avait pas spécialement des demandes qui étaient orientées vers plus de végétalisation, là, on ne sent pas spécialement de questions, de différence entre le fait que ce soit des filles ou des garçons. Pour les élèves qui sont intéressés, filles et garçons, il n'y a pas de distinction. Après, peut-être les garçons vont plus aller sur des demandes autour des jeux vidéo, par exemple, et les filles plutôt sur des demandes autour de la restauration. Voilà, elles veulent des restaurants dans la cour d'école, des choses comme ça. Mais voilà, c'est plus, on est en dehors des questions strictement liées à l'aménagement de la cour. D'accord. Et on me demandait quelle était la durée pour les ateliers avec les enfants en préalable du réaménagement de la cour. Alors,
Je peux vous dire la durée de ce qu'on a fait, c'est-à-dire assez peu, parce qu'en fait, on avait envisagé de faire 3 sessions. Au final, nous n'en avons mené qu'une seule. Donc, pour les questionnaires, ce sont des questionnaires le plus court qu'on ait pu faire. Donc, ça prend environ entre 20 et 30 minutes à peu près pour les enfants. Et puis ensuite, il y a eu des moments de concertation avec certaines classes, auquel cas, là, c'était, il faut compter entre une demi-heure et 1 heure quand il y avait des dessins en plus. Donc voilà, ça fait des sessions à peu près d'1 heure et demie pour chaque classe, sachant que pour Julie Debier, on est intervenu dans la quasi-totalité des classes, donc du CP jusqu'au CM2. Et ensuite, ce qu'on aimerait mettre en place auprès pour la suite avec ces écoles-là, ce seront des ateliers, par exemple, pareil sur des sessions plutôt d'1 heure et demie, 2 heures, avec au moins 3 ou 4 ateliers préparatoires avant la mise en place ou en tout cas la construction d'un projet. Voilà, donc il y aura une première session autour vraiment de discussion et de débat et de partage autour des questions des enjeux de nature, de santé, etc. Et puis des ateliers autour de la construction en elle-même du projet de végétalisation. Merci. Alors, j'ai Magali Benfrezol qui redemandait la parole, qui voulait réagir. Allez-y, madame. Oui, juste pour la question des cours genrés, c'est pas la faute de la cour, c'est l'organisation des enseignants qui doit partager à égalité entre les filles et les garçons. Si vous mettez un groupe d'enfants dans un espace qui soit aménagé, vide ou n'importe quoi, les garçons, ils vont pousser les filles et puis ils vont prendre un ballon, ils vont bousculer tout le monde, ils vont jouer. C'est juste une organisation des adultes pour les enfants. Je ne sais pas si on doit incriminer les cours d'école. Voilà, c'est une remarque. Zili, il y a une question au-delà du genre qui est plus globale, hein, c'est de savoir quel est l'espace qu'on donne aux jeux collectifs. Et en l'occurrence, le foot est quand même celui qui prend le plus d'espace physique pour peu de monde finalement, hein, et pas simplement une question de filles-garçons, parce qu'on peut aussi avoir des garçons qui n'ont pas envie de jouer au foot. Et voilà. Mais c'est un petit complément, mais je pense qu'on partage bien votre regard sur le rôle des adultes. Est-ce qu'on a d'autres… Oui, alors j'ai Carto, désolé, je n'ai pas le nom, prénom. Allez-y, je vous donne la parole. Pardon. Oui, bonsoir, Françoise Carto, l'école d'Hydro, quartier près d'Arène. Merci voilà. beaucoup. Donc, ouais. Moi, je me suis régalée à écouter la présentation. Merci beaucoup, Madame Coster. Et j'ai retrouvé aussi bien des points qu'on a abordés avec le terrain d'aventure qui avait été expérimenté justement dans le quartier près d'Arène cet été et qui a repris un peu là à l'automne. Ça a eu un succès formidable et les collègues étaient très demandeurs, hein. Donc la classe dehors, ils la font déjà un petit peu dans les parcs proches de l'école, et puis ils ont réussi à faire des sorties à Restinclière, hein, pour être encore plus… pour pousser un petit peu plus le côté scientifique, mais le terrain d'aventure, on aurait aimé voilà, pouvoir le garder plus longtemps et que les enfants en profitent davantage, hein. Notre cours est quand même… On a un petit jardin qu'on appelle le jardin pédagogique, mais pour l'instant, il est plutôt en friche et les enfants n'y vont pas, hein. Il est en surplomb en plus, donc ça peut être dangereux. Enfin, voilà. Mais c'était vraiment très, très… L'approche du vivant, c'était formidable pour nos élèves. Voilà, merci. Et j'en profite, madame, pour vous interroger par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure sur les limites et les freins qu'il peut y avoir. Comment vous avez traité ça, vous, avec à la fois vos collègues, peut-être aussi les personnels d'entretien de l'école et les parents qui parfois peuvent avoir quelques craintes par rapport à ça? Ou alors il n'y a pas eu de problème, donc auquel cas, tant mieux. C'est parfois compliqué. Les agents d'entretien, enfin, ce qui était compliqué aussi, c'était tout simplement de savoir qui on pouvait appeler pour, vous voyez, eh ben, il y a des mauvaises herbes qui poussent un petit peu partout, au pied des arbres, etc., dans la cour. Et après, bon, si c'est pas gênant, c'est pas grave, mais si jamais ce sont des chardons, des choses comme ça, bon, si les enfants se piquent, donc ça fait des histoires. Alors on dit, mais qui va couper ces herbes-là? Avec quel matériel? Donc un coup, on pense aux agents, mais non, ce ne sont pas les agents, donc on appelle les espaces verts, mais ce ne sont pas les espaces verts.
enfin, c'est compliqué. Voilà. Tous ces petits entretiens-là, et puis bon, retourner la terre, les Espasières étaient venus le faire. Enfin bon, ça avait été fait très, très bien l'année dernière. Bon, là, on a laissé un petit peu pousser et tout repartir en friche. On n'est pas encore bien parti dans cette dynamique de faire revivre vraiment notre jardin pédagogique. Mais voilà, l'entretien, c'est compliqué. Et puis, oui, je comprends aussi pour les agents que ce soit une surcharge de travail que de pouvoir rentrer les chaussures pleines de terre. C'est évident. Déjà, les feuilles aussi. Il y a les feuilles quand les feuilles tombent. Et puis, il y a aussi les boules là, je sais pas, les mycocouliers, ou je ne sais plus. Je ne connais pas ces arbres-là, moi. Mais voilà, tout ça, ça pose des petits soucis, effectivement. Bien, donc on voit que sortir d'un univers aseptisé, bétonisé, c'est pas si simple que ça interroge. Peut-être s'il y a quelqu'un de la ville de Montpellier qui souhaite intervenir pour répondre, enfin pas pour répondre, mais pour réagir, parce que c'est intéressant aussi de croiser ce regard-là. Alix, qu'est-ce que ça vous inspire, cet échange? Effectivement, ça demande un changement de pratique, ça demande aussi un changement de regard, un changement d'organisation, parce qu'effectivement, du premier abord, ça peut paraître beaucoup plus simple d'avoir une cour en béton. C'est quand même beaucoup moins de soucis finalement quand on y réfléchit comme ça. Du coup, la question, c'est de transformer ce qui peut paraître comme des avantages en des avantages, en levier, en fait. Pas forcément regarder effectivement ces feuilles qui viennent encombrer, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Mais comment est-ce qu'on peut les regarder autrement, ou les mobiliser autrement, ou les traiter autrement pour les incorporer à, par exemple, en l'occurrence, à des processus éducatifs ou pédagogiques. Mais ça demande, c'est une transformation un petit peu... c'est une transformation profonde aussi de la manière et peut-être même de faire école. Donc, je comprends très bien que c'est évident que ça ne se fait pas de manière spontanée et que ça demande du temps et de l'acculturation. Alors, c'est vrai quand même, je me permets juste quand même un témoignage, hein, c'est que c'est rare de voir ça, mais ça existe et c'est pourtant d'une simplicité enfantine, si je peux me permettre. Le fait d'enlever les chaussures, c'est quand même pas du tout culturel en France dans la salle de classe, mais c'est des choses qu'on voit beaucoup dans d'autres pays qui peuvent parfois résoudre quelques petits désagréments. Sophie Leclerc, j'ai vu que vous aviez levé la main. Allez-y. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Merci d'abord. Et je voulais savoir par rapport à cette étude, est-ce que c'était quelque chose d'expérimental ou voilà, que vous ne reproduirez plus, ou c'est quelque chose qui peut se refaire dans d'autres écoles, en fait, concrètement? C'est une question intéressée. Oui, voilà, c'est ça, entre autres. Vous êtes directrice d'école? Directrice, oui, en centre-ville, on avait fait un projet, mais on a une cour trop petite, avec les contraintes aussi de la ville, en fait, et de grand cœur aussi, etc. Donc, Si, ça peut tout à fait se refaire, et notamment parce que ce serait intéressant d'étoffer un petit peu la diversité des écoles. Notamment, on a des questions par rapport à certains résultats qu'on peut trouver par rapport à l'approche des enfants vis-à-vis de l'école. Le fait que ce soit perçu de manière extrêmement positive, est-ce que ça a à voir avec le fait que les deux écoles se trouvent dans un quartier populaire dans lequel l'école joue aussi possiblement un rôle assez important en termes d'accès à l'éducation. C'est un lieu de sécurité aussi pour un certain nombre d'enfants. C'est un lieu de développement et d'épanouissement. Enfin, voilà, on a cet aspect-là très positif. Est-ce qu'on le retrouve dans d'autres écoles, par exemple du centre-ville? Est-ce qu'on retrouve les mêmes positionnements des enfants, etc. Enfin, voilà, donc, on diffuse le questionnaire avec grand plaisir et on peut échanger si jamais ça vous intéresse. Et puis, on travaille actuellement avec différents collègues sur la suite du projet aussi. Et on aimerait ouvrir aussi à plus que 2 établissements. Donc, on n'a pas encore fixé un nombre, mais toujours sur le territoire de Montpellier. Donc, ce serait, voilà. Pour le moment, tout est tout à fait ouvert. D'accord. Merci. Merci à vous. Madame Carto, une volontaire supplémentaire? Ah, attendez, je vous remets le micro. Hop, allez-y. Voilà, hop. Oui, pardon. Oui, simplement, en entendant la collègue parler de son école, je pense à mes délégués élèves, moi, puisqu'on a des délégués dans chaque classe, qui ont mis sur le tapis en début d'année là le fait de travailler sur la cour d'école.
Donc, ils représentent chacun leur classe et visiblement, c'est pas le cas chaque année, mais cela était vraiment parti pour réorganiser, changer nos deux cours d'école, puisqu'on en a deux. Hein, voilà. Et du coup, peut-être ça pourrait vraiment leur convenir de travailler, vous voyez, ce terme de projet, parce que moi, évidemment, c'était un peu compliqué pour moi seule à mener face à eux. Voilà. Peut-être que je pourrais, si on a accès à votre questionnaire ou si vous pouvez, on peut vous contacter, ce serait avec grand intérêt. Oui, oui, tout à fait. N'hésitez pas, surtout que là, ce qu'on aimerait dans l'idéal, c'est réfléchir à aussi, cette approche collaborative, ça implique aussi une réflexion autour des méthodologies collaboratives, donc réfléchir à des outils qui puissent être saisis par les enfants, les enseignants, etc., pour réfléchir justement à leur pratique, à ce vers quoi ils voudraient aller, voire même peut-être pour les enseignants, à des changements de pratique, de posture, etc. Enfin, ça pourrait, enfin, voilà. Je trouve ça très intéressant aussi que les enfants se saisissent de ces questions-là et que ce soit eux qui soient moteurs dans ce questionnement. C'est voilà, une richesse dans la dynamique souvent. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, puis en fait, ça pourrait fédérer toutes les petites initiatives parce que les collègues, par exemple, il y a tout un groupe de collègues de CE1 qui sont vraiment, eux, partants. Et puis après, il se fait d'autres petites choses dans d'autres classes, mais sans que ce soit vraiment forcément tout concerté. Donc, je pense que ça ferait quand même une plus grosse mobilisation. Et du fait que ce soit partie des délégués élèves, ça veut bien dire que dans chaque classe, tout le monde se sent concerné, quoi. Voilà, donc d'où l'intérêt d'un gros projet collaboratif. Merci, donc je reste. Merci à vous. N'hésitez Merci pas à me contacter. Ouais, je remettrai peut-être mon contact. Dans le chat, si vous voulez. Ouais, en ligne. Mettez-le dans le chat, comme ça, ça permettra que chacun puisse le relier, le reprendre. J'ai une dernière question. Alors, si quelqu'un souhaite intervenir avant qu'on s'arrête, vous levez bien la main. Donc, la dernière question que je vous relaye, c'est, vous avez travaillé sur des ateliers à destination des écoles élémentaires. Est-ce que vous faites la même chose vous pourriez faire la même chose pour les écoles maternelles? Oui, j'imagine. Alors, les écoles maternelles, j'imagine qu'il faudrait aussi le faire différemment parce qu'on n'est pas sur les mêmes types de publics et les enfants de maternelle, par définition, sont plus petits et donc les capacités de conceptualisation et d'abstraction se construisent. Donc, on ne va pas du tout être sur la même manière de poser les questions et pour obtenir un certain nombre de réponses. On va être beaucoup plus sur des pratiques participatives centrées sur l'enfant, etc. Mais j'imagine que ça peut tout à fait se mettre en place. Les protocoles sont différents, mais clairement, les questions elles, sont identiques et peuvent être tout à fait pertinentes. Par contre, pour le coup, j'ai rien d'adapté pour l'instant sur ce jeune public. Mais par contre, avec des collègues, on réfléchit plutôt pour le coup sur des approches avec les collèges. Donc voilà, de toute façon, c'est une question transversale qui intéresse tous les âges de l'enfance. C'est juste que les méthodologies qui sont à mettre en place doivent être adaptées simplement. Oui, alors allez-y, Paredes. Je vous laisse allumer votre micro. Ah, votre micro. Voilà. Bonsoir, merci à Madame Cosquer pour votre intervention. Et je voulais savoir si vous proposiez des ateliers pour les écoles maternelles, évidemment, je veux bien que ce soit adapté. Mais si vous n'avez pas encore fait et que vous voulez faire, nous, à l'école, on est très, très motivés. Donc, voilà, notre école est grande ouverte et la mairie est partante pour soutenir ce projet sur notre école. Voilà, nous, on aimerait végétaliser pour rendre notre école qui vieillit considérablement plus agréable parce que c'est vrai que si on ne peut plus à l'intérieur, si on n'a plus d'espace, si on est un peu à l'étroit, on peut peut-être en tout cas avoir une belle marge de manœuvre avec notre extérieur et permettre aux enfants et aux adultes de se sentir mieux sur ce lieu de travail, quand même un lieu de vie aussi. On passe entre 6 à 8 heures par jour et c'est vrai que la cour de récréation peut être un endroit qu'on pourrait complètement investir pour se sentir mieux dans nos locaux. Et les locaux, ce n'est pas juste les 4 murs, c'est aussi la cour de récréation. Si vous avez envie, on vous suit.
Marche. N'hésitez pas à me mettre un message sur Votre message. à mon adresse mail si vous voulez bien. Oui. Voilà, alors je précise simplement, indépendamment du travail que vous pouvez faire avec Alex Kosker, et je suis enchanté que ce type de réunion permette des partenariats peut-être à venir. Simplement rappeler que la ville de Montpellier a une programmation qui est en cours de végétalisation, même si moi je ne suis pas de la ville de Montpellier, je le souligne, et que voilà, ça dépend aussi d'un ensemble de variables, parce que je crois qu'il y a beaucoup de cours à traiter sur l'ensemble de la ville. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaitait intervenir avant qu'on s'arrête? Non? Bah écoutez, il ne me reste plus qu'à, parce qu'on arrive à la fin de notre webinaire, de vous remercier toutes et tous d'abord de votre participation et puis des échanges que nous avons pu avoir grâce à vous. Et Alex Kosker tout particulièrement pour le temps que vous avez consacré à présenter finalement votre travail à Montpellier. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment le monde universitaire peut travailler sur le terrain et en particulier avec les écoles pour toute la chaîne de l'apprentissage finalement. Et donc, merci beaucoup pour tous vos apports, votre présentation extrêmement riche et détaillée. Voilà, merci à vous et je vous laisse, si vous voulez, le mot de la fin avant qu'on se quitte. Je vous remercie beaucoup de me permettre de participer à ces échanges et à ces réflexions. Juste pour dire qu'il y avait... je pense qu'il y a énormément de ponts à construire entre les mondes de la recherche et les mondes de l'éducation, etc. Justement, et notamment les institutions aussi, puisque par exemple, dans le cadre de mon laboratoire, qui est le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, une convention vient d'être signée avec justement la mairie et la métropole de Montpellier pour le développement de projets conjoints, justement, autour des questions d'écologie, d'environnement, etc., avec une diversité d'axes qui pourront être développés, et celui-ci en est un parmi d'autres aussi. Donc, je suis ravie de ces échanges et merci encore à tous pour vos questions et témoignages. Merci beaucoup. Donc, je vous rappelle le site participer.montpellier.fr pour retrouver tous les éléments sur la concertation, et dans quelques jours, la vidéo sera en ligne. Vous pourrez revisionner, y compris revoir la présentation qui a été faite, et avec l'accès à la bibliographie que nous mettrons en ligne, enfin les liens web qui étaient en fin de présentation. En tout cas, c'est réjouissant de voir qu'il y a un enthousiasme de la part des directions d'école pour changer l'école, pour la transformer. C'est un des objectifs de Montpellier École 2030 pour lequel nous espérons vous retrouver dans les prochaines étapes, et notamment la journée de clôture qui sera le 1er décembre. Et je rappelle la date auparavant du dernier webinaire qui sera avec Thierry Paco, La ville à hauteur d'enfant, le 23 novembre à 18h, même horaire, même application Zoom. À très bientôt. Merci à vous. Bonne soirée.